connectés ce midi. Merci de couper vos micros pour qu'on puisse bien entendre Dr Obadia. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir le Dr Obadia, neurologue au centre des Bergères sur les migraines, sur la prise en charge thérapeutique des migraines. Ah, ça m'intéresse, très bien. Voilà, couper les ordi sans forcer. Ok, à vous. Merci beaucoup. Donc oui, je vais vous faire un petit flash sur la migraine et notamment sur les diagnostics et la prise en charge thérapeutique. Tu me dis quand tu peux passer. Du coup, il faudra que tu passes les slides, Alba. Merci. Ouais. Donc je vous ai fait un petit rappel rapide des critères de migraine, sachant que la principale, c'est la migraine sans aura, hein, dans 80% des cas. Donc les critères diagnostiques, c'est 5 crises par mois, avec une douleur pulsatile en général, mais pas toujours, qui est le plus souvent unilatérale, mais qui peut être bilatérale, qui le plus souvent s'accompagne de nausées ou de vomissements et ou d'une photophonophobie, donc éblouissement à la lumière ou au son. La durée est un critère important parce qu'elle dure en général entre 4 et 72 heures. Au-delà de 72 heures, on parle d'état de mal migraineux. Donc, une céphalée qui arrive de temps en temps en fin de journée, qui dure 2-3 heures et qui n'est pas pulsatile, le plus souvent, ce n'est pas une migraine, c'est une céphalée de tension. Les migraines peuvent être accompagnées de signes prodromaux, donc ce qu'on appelle les auras. Donc les auras, on utilise beaucoup le terme de migraine ophtalmique par abus quand on dit qu'on a mal aux yeux, mais en fait l'aura ophtalmique, c'est vraiment des signes visuels productifs avec des scotomes, des phosphènes, des taches dans le champ visuel qui durent en général moins d'une heure, qui le plus souvent durent entre 20 et 30 minutes. Elles s'installent progressivement, contrairement à l'AIT, parce que souvent on pense à l'AIT ou l'AVC, qui est d'installation brutale d'une seconde à l'autre. Là, c'est vraiment progressif sur quelques minutes, ça s'étend et ça bouge et puis ça part dans l'autre sens. La migraine peut être chronique si elle dure plus de 15 jours par mois, pendant plus de 3 mois. On peut aussi parler d'état de mal migraineux chronique, mais bon, c'est plutôt de la migraine chronique. Au moins plus de 8 jours de migraine par mois. Quand on dit plus de 15 jours, ça peut être migraine ou céphalée de tension, parce que souvent les migraineux qui ont beaucoup mal à la tête, ils ont une sensibilisation du système nerveux périphérique, avec une contraction musculaire qui est importante, notamment au niveau cervical, qui provoque ces céphalées de tension avec le casque sur la tête, qui peut aller jusqu'en frontal, et ça peut participer à la chronicité des migraines. On va en revenir après pour le traitement, notamment pour la toxine botulique. Slide suivante. Donc, les buts du traitement, évidemment, c'est de soulager rapidement la douleur en traitement de crise. Le traitement de fond qu'on va mettre tous les jours pendant au moins 6 mois à 1 an, c'est de réduire la fréquence et l'intensité des crises, au moins 50%. Et bien sûr, in fine, d'améliorer la qualité de vie des patients qui sont souvent jeunes, actifs et qui sont empêchés dans leur vie sociale et professionnelle. OK. Donc, les principes, je vais d'abord parler des traitements de crise. Donc, le traitement de crise, c'est vraiment quand la migraine se déclenche. Donc, apprendre dès le début de la crise avec le choix du traitement en fonction de la sévérité de la crise. Et le but, c'est aussi d'éduquer les patients pour qu'ils n'en abusent pas parce qu'après, il peut y avoir ce qui s'appelle des céphalées par surconsommation antalgique où les patients en prennent trop. Et dans ce cas-là, ça donne des céphalées un peu équivalentes aux céphalées de tension, mais par abus médicamenteux. Suivante. Ouais. Donc, souvent, les patients, quand ils viennent voir le neurologue, ils prennent beaucoup de Doliprane, ce qui est souvent pris, mais rarement efficace. Ce qui marche le mieux en première ligne de traitement de crise, c'est l'anti-inflammatoire. Ça, vous le savez, normalement. Celui qu'on prescrit en première ligne, il n'y a pas de guideline, mais en général, on met l'ibuprofène ou le kétoprophène. Le naproxène marche bien aussi, hein, l'apranax, c'est un bon traitement. Donc, celui-là, c'est vraiment à prendre dès le début. Pour les migraineux avec aura, on leur dit même de prendre avant le début de la céphalée, au moment de l'aura, parce que ça peut vraiment casser la crise. L'aspirine a également une action anti-inflammatoire, donc ça peut être utilisé en alternative chez les patients qui ne supportent pas ou chez qui ça ne marche pas. Chez ceux qui vomissent, on peut mettre du méthylclopramide ou du Zofrène. Les anxiolytiques, c'est possible aussi quand il y a une grosse composante céphalalgique qui peut provoquer de l'anxiété. Avant, on utilisait pas mal les dérivés de l'ergot de seigle, mais on les utilise de moins en moins à cause des effets secondaires notamment. Donc ça, c'est la première ligne des traitements de crise. En deuxième ligne, quand ça ne suffit pas, on met évidemment des triptans. Donc les triptans, il y en a pas mal. Hein. C'est des triptans qui se prennent surtout par voie orale. Donc il y a le sumatriptan, le zolmitriptan, le rizatriptan. Moi, j'ai une préférence à titre personnel pour les létriptans parce qu'il existe en 2 dosages, en 20 et 40 mg, ça permet de moduler un peu l'intensité. Ces symptômes sont efficaces sur les douleurs et sur la vasodilatation. En fait, les triptans ont une action vasoconstrictrice qui va jouer sur la composante vraiment pulsatile de la migraine, qui est due au vaisseau. Mais comme c'est vasoconstricteur, il ne faut pas en abuser. Notamment, ça peut faire des spasmes cardiaques, ça peut faire des crises d'angoisse, ça peut donner des spasmes cérébraux. Donc vraiment, c'est 2 par jour, espacés de 2 heures minimum, et maximum une boîte par mois. Il existe sous d'autres formes pour ceux qui vomissent, notamment, on peut le proposer par voie suppo ou par voie intranasale. Donc il y a d'autres formes qui existent. Et en troisième ligne, il y a d'autres traitements qui existent, qui sont sortis, qui sont des GEPAN notamment, qui marchent bien en traitement de crise, mais qui malheureusement ne sont pas remboursés. Et ça coûte cher, parce que c'est 30 € le comprimé.
Donc clairement, pour l'instant, on le prescrit très peu en France, mais il y a pas mal de pays où c'est déjà remboursé. Et c'est un bon traitement, notamment chez les patients qui ont une contre-indication au triptan, ceux qui ont des cardiopathies ischémiques, qui ont déjà fait des AVC, ben, on peut utiliser CG-PAN chez eux. Suivante. Alors, dans les situations particulières de traitement de crise, notamment dans les états migraineux, on peut utiliser des cures courtes de Laroxyl. Donc le Laroxyl, c'est l'amitriptyline, hein, c'est un antidépresseur tricyclique qu'on utilise en goutte le soir, il y a une action mieux-relaxante. Et ça, on peut utiliser chez les états migraineux, chez les patients qui ont des grosses céphalées qui ne marchent pas. Pour la migraine cataméniale associée aux règles, on peut adapter la contraception, notamment une contraception continue, microdosée, peut très bien avoir une efficacité et réduire la composante cataméniale des règles, des migraines, pardon. Et bien sûr, le rôle de la caféine. Alors ça, c'est débattu, mais pas mal de patients au moment des règles prennent de la caféine, du claradol caféiné, ça peut vraiment soulager les migraines. Voilà, et ça après, je vous l'ai dit, pour celles qui vomissent, on peut très bien privilégier les autres formes que Péros, puisqu'elles les vomissent. Ok. Quid du traitement de fond? Donc le traitement de fond, c'est un traitement à prendre en continu tous les jours. Les recommandations, c'est quand on fait, malgré un traitement de crise, donc plus de 4 crises par mois, avec des crises sévères ou invalidantes, et ou échec ou intolérance des traitements de crise. Le plus souvent, c'est des patients qui ont beaucoup de crises, au moins une par semaine, ou alors qui ont un retentissement significatif sur leur vie quotidienne. Par exemple, un patient qui a une crise, qui fait 3 crises par mois, mais chaque crise dure 3 jours, on peut estimer qu'il est suffisamment gêné pour mettre un traitement de fond. Donc c'est adapté au cas par cas. L'objectif, je vous l'ai dit, c'est de réduire de plus de 50% la fréquence des crises, bien sûr de réduire l'intensité de ces crises aussi et d'améliorer in fine la qualité de vie avec des échelles qu'on peut mesurer. Ok. Donc en première ligne, il y a pas mal de traitements de fond que vous connaissez certainement. Ce qui est compliqué, c'est dans la migraine, il n'y a pas d'études bien faites, bien robustes, comparant versus traitement de référence. C'est pour ça que c'est compliqué, on n'a pas vraiment de guideline précise. Mais ce qui est recommandé en premier, c'est les bêta-bloquants, qui est le bon vieux propanolol. Malheureusement, en ce moment, il y a une rupture de stock, donc on est plus sur du métoprolol. On m'a dit aussi qu'il y avait le propanolol LP qui était un peu en rupture de stock, mais c'est ce qu'on prescrit l'ergamanu, notamment chez les femmes jeunes en première ligne, c'est pas mal. Chez les garçons, ça peut être un peu moins bien supporté. En première ligne, également recommandé le topiramate. C'est un antiépileptique qui est bien, qui marche très bien, mais qui peut avoir des effets secondaires, notamment qui peut rendre déprimé. Donc ça, les gens aiment moins. Le lamotrigine, c'est le contraire, c'est de l'amygdale. Lui, il a une action un peu antimorégulatrice, un peu antidépresseur. Mais il faut surveiller les effets cutanés, notamment le Lyell. Et puis il y a d'autres antiépileptiques qu'on peut utiliser, comme la gabapentine ou autre, mais ça, c'est plus de l'expérience. Il n'y a pas de vraie guideline là-dessus. Dans les antidépresseurs, je vous ai parlé du Laroxyl, hein, c'est un des traitements de première ligne aussi qu'on donne volontiers, notamment chez celles qui ont la composante cervicogénique avec les céphalées de tension associées. La valafaxine a également la possibilité d'être utilisée en première ligne. Chez les patients un peu plus âgés ou qui ont des facteurs de risque vasculaire comme l'hypertension, les sartans marchent très bien, le candesartan. Les inhibiteurs calciques également, comme le verapamil, peuvent être utilisés. Et enfin, on peut utiliser les antisérotoninergiques, notamment l'anocertone, qui a un bon traitement, mais qui, pareil, est en rupture de stock depuis des années, qu'on ne trouve pas, mais qui marche très bien dans les migraines, donc c'est dommage. Voilà. Maintenant, il y a de nouveaux traitements qui sont sortis dans la migraine et qui marchent très bien. C'est les anti-CGRP, vous en avez peut-être entendu parler. Le CGRP, pardon, une molécule impliquée dans la cascade inflammatoire intracérébrale dans le processus de migraine. Et en fait, il agit donc en amont de cette cascade inflammatoire. Donc ça casse vraiment le cycle migraineux. Et donc ça a été vraiment très très efficace dans les études, avec une réduction de plus de 50% de la fréquence des crises chez les patients migraineux, au prix d'une très bonne tolérance et avec des formes injectables qui se font en injection sous-cutanée une fois par mois. Donc il y en a 3 en forme sous-cutanée qui existent, l'Erenumab, Franemizumab et le Gacanezumab. Je connais plus les noms commerciaux qui sont l'Ajovi, l'Emgality. Le troisième, le Vyepti, le troisième c'est l'Aimovig, pardon, c'est le premier, Erenumab. Ajovi c'est le deuxième et Gacanezumab c'est l'Emgality. Le dernier c'est le Vyepti qui est sorti, il s'appelle Eptinizumab et lui il est intéressant parce qu'il envoie intraveineuse tous les 3 mois. Je vous dis que c'est intéressant parce que tous ces traitements malheureusement ne sont pas remboursés. Ils ont l'AMM en France, ils existent en France, ils sont délivrables en officine, mais ils ne sont pas remboursés. L'injection coûte en moyenne 250 à 300 euros par mois. Donc vous imaginez le coût pour les patients, sachant qu'on part sur un traitement de 1 an, puis après on peut tenter d'espacer. Le plus souvent quand on arrête, ça reprend, donc on sait quand on commence, on ne sait pas quand on arrête, donc c'est parfois compliqué. Donc le Vyepti, l'avantage c'est qu'on le fait en hôpital de jour à l'hôpital. Donc ça c'est pris en charge, il n'y a pas de dépassement pour les patients. Malheureusement, comme il n'y a pas beaucoup de centres qui le font et que c'est très très largement demandé, il y a actuellement entre 6 et 9 mois d'attente à l'hôpital pour débuter ce traitement-là qui est pris en charge que pour 1 an. Donc même s'ils sont pris en charge après, quand ils ont fini leur année, on retourne dans des formes sous-cutanées ou alors on essaie de trouver d'autres alternatives, mais c'est compliqué du fait de cette absence de remboursement alors qu'il est remboursé dans pas mal de pays ailleurs.
Et donc l'indication, c'est ce que je vous avais dit, hein, c'était la migraine chronique sévère chez les patients. Alors, remets la slide d'avant 2 secondes. En France, la MM, elle est vraiment stricte, hein, c'est plus de 8 jours de migraine par mois. Chez des patients qui ont échec de 2 traitements prophylactiques que je vous ai montré avant, oraux, hein, pendant pris au moins 6 mois, et sans atteinte cardiovasculaire, tout simplement parce que ça n'a pas été étudié dans cette population-là. Mais jusqu'à présent, on n'a pas de preuve de toxicité chez les patients cardiopathes de ces traitements-là, donc probablement qu'ils marchent aussi. Je ne l'ai pas marqué aussi, mais pendant la grossesse, c'est contre-indiqué par précaution. Ok. Ça, c'est une méta-analyse qui avait un peu résumé les différents avantages et inconvénients de ces différents traitements. Je ne vais pas tout vous résumer, mais en gros, ils réduisent tous d'au moins 50% la fréquence des migraines, sans effet secondaire notable, avec un bon recul. Slide suivante, j'avais mis un diagramme, je crois, qui montrait que l'Emgality avait le galcanezumab avait peut-être dans cette méta-analyse une efficacité un peu plus rapide et un peu plus franche par rapport aux autres. Mais en tout cas, il n'y a pas de supériorité de l'un par rapport à l'autre. Ils sont très tous équivalents. Slide suivante. L'autre traitement de deuxième ligne qu'on utilise dans la migraine, c'est la toxine botulique. Ça, je n'avais déjà parlé au précédent staff. Et donc, la toxine qui a la MM pour ça, c'est le Botox. On utilise des flacons de 200 parce qu'il faut 155 unités qui sont réparties en 31 points sous-cutanés. Donc 31, il faut les faire, hein. En général, les patients, ils souffrent un petit peu au moment de l'injection, mais l'avantage, c'est que c'est tous les 3 mois. Après, on peut même espacer au bout d'1 an. On peut tenter un espacement. Et donc, on pique en frontal. Il y a les points qui vous sont illustrés là. Sur les côtés, dans les muscles temporaux. Derrière, au niveau des splénus, il y a des muscles sous-occipitaux. Et on descend jusqu'au trapèze de façon bilatérale. En général, comme il reste un peu de toxine dans le flacon, moi je finis souvent à mettre un peu quelques points rétro-auriculaires ou au niveau des muscles angulaires qui sont souvent très contractés chez ces patients-là. Souvent, il y a du bruxisme associé chez ces patients, ils contractent les masséters, donc je leur mets aussi des fois des petites doses de Botox dans les masséters. Ça les soulage bien au niveau des céphalées. Et bien sûr, dans les traitements de fond, il faut insister aussi sur tout ce qui est non médicamenteux. On ne le faisait pas assez pendant de nombreuses années, maintenant on le fait plus, mais vraiment tout ce qui est relaxation cervicale quotidienne, que ce soit par l'hygiène de vie, le sport, la gestion du stress, la relaxation. On peut asseoir plein d'autres thérapies, kiné, ostéo, les TCC, l'acupuncture, la sophrologie, l'hypnose, bref. L'éventail est large, mais il faut bien insister sur cet aspect aussi de régulièrement relâcher les muscles, parce que le but des traitements de deuxième ligne, notamment de la toxine, c'est de désamorcer cette hyper-réactivité périphérique des muscles, et donc de faire qu'ils soient moins facilement contractés quand il y a une cascade inflammatoire intracérébrale. Donc voilà, en résumé, l'algorithme décisionnel, c'est ça. Dès que vous avez le diagnostic, vous mettez d'abord un traitement de crise optimisé. Vous faites faire un agenda des crises à vos patients pour voir s'ils ne font pas trop de crises. En général, ils vous le disent bien. Si on a plus de 4 par mois, que c'est des crises trop invalidantes, on peut discuter un traitement de fond. D'abord oral en première ligne, bêta-bloquant, Epitomax ou Laroxyl. Si ça ne marche pas ou échec de 2 lignes de traitement, on peut parler de migraine chronique s'il y a plus de 8 jours de crise par mois et mettre un traitement de deuxième ligne, soit par anti-CGRP, IM ou sous-cutané ou IV, et ou la toxine botulique, sachant que les deux peuvent être associés aussi entre eux. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop vite, et s'il y a des questions, je vous écoute. Alors, bonjour déjà, bonjour Mickaël, désolé, en fait on était connecté sur un autre lien qui a été envoyé sur le groupe de rappel, donc on était plusieurs personnes sur un autre lien, donc je dommage. regrette puisque du coup j'ai non seulement raté le début du topo qui est très intéressant pour avoir relu tes slides, et en plus raté l'occasion de t'introduire pour ce staff où je n'assistais malheureusement qu'à la fin. En tout cas, donc merci beaucoup pour la clarté de ta présentation, et du coup, je propose de laisser les autres participants peut-être poser des questions. En tout cas, encore merci de t'être prêté à cet exercice. Merci. C'est pour ça que Johan m'avait appelé en me disant on t'attend pour la présentation alors que j'y étais. C'est lui, ouais. Oui. Ouais. Bah, désolé pour ceux qui ont raté le début du staff, mais en gros, c'était un rappel des critères diagnostiques, des traitements de crise et des traitements de fond, quoi. Enfin, c'était vraiment un topo rapide sur la crise de migraine. Maintenant, si vous voulez que je revienne rapidement dessus, je peux. On a encore quelques minutes avant 14 h, mais je ne vais pas avoir le temps de refaire tout le topo, ça c'est sûr. De toute façon, je ferai comme on fait pour tous les stages, je ferai une synthèse de ce que tu nous as raconté aujourd'hui, et des petits bullet points à retenir pour ceux qui veulent l'ultra essence de ce que tu nous as raconté. Comme ça, voilà, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de tout avoir, ils auront quand même l'essentiel du contenu. Ouais, pas de souci. Bah écoutez, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi.
Moi, j'ai juste une petite question, s'il vous plaît. Oui. Vous m'entendez? Du coup, je suis Marine Boulanger, je suis médecin généraliste. J'ai une petite question, Attendez, s'il vous plaît, excusez-moi, quant je aux suis désolé, j'entends pas la anticorps. question. Ouais, je vous écoute. Merci. J'ai une petite question quant aux anticorps. Après, du coup, l'échec des 2 premières lignes de traitement. Est-ce qu'il y a un hôpital de référence à qui adresser mon patient? Est-ce que ça va être plutôt service de neuro, plutôt centre antidouleur? Est-ce qu'on passe par vous en première intention parce que ça va être plus facile? C'est quoi un petit peu voilà, la conduite pratique? Alors c'est une très bonne question. Pour ce qui est des anti-CGRP, notamment à l'hôpital, c'est indication sur les neurologues. Normalement, c'est les neurologues qui les adressent. Donc soit vous l'adressez, vous avez un contact neurologue, vous l'adressez et il a un contact à l'hôpital et dans ce cas-là, vous le faites. Après, il n'y a pas d'hôpital de référence. Celui qui est historiquement la référence pour les céphalées, c'est la Riboisière, hein, clairement. Le problème, c'est qu'ils débordent de patients, qu'ils en prennent plus beaucoup de nouveaux. Ils font les anti-CGRP, mais depuis peu. Après, il y a pas mal d'hôpitaux à Paris, en région parisienne, qui le font en hôpital de jour. Moi, je travaille à la Fondation Rothschild dans le 19e où on le fait. Il y a beaucoup d'attentes. Sainte-Anne le fait, Saint-Joseph le fait, il y a plein d'hôpitaux qui le font, mais ça passe par leur réseau propre. Il n'y a pas de route, si vous voulez, pour tout le monde. Ça marche plus par réseau pour l'instant. C'est peut-être amené à changer dans les mois qui viennent, mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'abord d'adresser à un neurologue qui lui-même a un contact hospitalier pour Donc, initier plutôt le vous? traitement. Comment? Plutôt vous, du coup? C'est OK ou Ah, plutôt vos confrères de la oui, défense? moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour voir les patients que vous m'adressez pour migraine, C'est qui, OK? mais plutôt en deuxième ligne, du coup, pour ceux qui ont besoin d'un traitement de deuxième ligne, quoi. Pour un traitement de première ligne, vous Oui, pouvez voilà, adresser à très n'importe bien. quel neurologue. Mais oui, bien sûr, il n'y a Oui, pas de oui, ça souci, vous pouvez marche. me les envoyer. Il n'y a pas de problème. OK. Bah, merci. Merci à vous. Merci Wilfried. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une question, Wilfried? Oh non. C'est clair pour vous aussi ici? Oui, super. Bon, bah super. Comme d'habitude, on s'était déjà vu en C'était consultation. incroyable. C'est vrai. Bon, bah écoutez, merci à vous d'avoir pu assister à ce staff, et puis bah, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Michael. Merci, Mickaël. Version fan club. Ouais, c'est clair. À bientôt. À bientôt.